Dans la petite ville de Cèdre Bleu, où le temps semblait s'écouler plus lentement que dans d'autres endroits, vivait un garçon nommé Mathieu. Âgé de 10 ans, il portait déjà sur ses épaules le poids d'une existence invisible. Ses yeux, bruns, grands et expressifs, observaient le monde avec une curiosité avide, capturant des détails que de nombreux adultes ne remarqueraient jamais. Son esprit était un univers expansif d'idées et de rêves, un labyrinthe de possibilités, infinis. Mais son corps ne suivait pas la vitesse de ses pensées. La paralysie cérébrale qui l'affectait depuis sa naissance emprisonnait Mathieu dans des mouvements limités et imprécis. Ses jambes, fines comme des brindilles, le soutenaient, rarement sans aide. Ses mains, toujours tremblantes, luttaient pour tenir un crayon ou tourner la page d'un livre. Et sa voix, quand il parvenait à articuler des mots, sortait hachée, comme si chaque syllabe devait remporter une bataille pour échapper à sa gorge. La cour de l'école municipale Montaigne était un champ de bataille quotidien pour Mathieu. Pendant la récréation, tandis que les autres enfants couraient, sautaient et criaient dans une symphonie chaotique de joie d'enfantine, il restait assis dans son fauteuil roulant, à l'ombre d'un vieux manguier. Ses yeux suivaient les mouvements de ses camarades, absorbant chaque rire, chaque geste, chaque secret partagé. Il souriait timidement lorsque quelqu'un passait près de lui, espérant, toujours espérant, que cette fois serait différente. Que cette fois, quelqu'un s'arrêterait, le regarderait et l'inviterait à participer, même seulement comme spectateur. « Salut, je peux jouer aussi ?» Sa voix tremblante tentait d'atteindre un groupe de garçons qui jouaient au football. Et ça, vent emportait ses paroles loin. Ou peut-être était-il plus facile pour tous de prétendre qu'ils ne l'entendaient pas. Le groupe continuait son jeu, et Mathieu s'enfonçait un peu plus dans sa solitude. Ce n'était pas seulement dans la cour de l'école que Mathieu ressentait le poids de l'invisibilité. Dans les rues de Cèdre Bleu, les gens détournaient le regard lorsque sa mère le poussait dans son fauteuil roulant. Certains adultes allaient jusqu'à traverser de l'autre côté du trottoir, comme si la paralysie cérébrale était une maladie contagieuse. D'autres le regardaient avec une pitié superficielle qui blesse plus qu'elle ne réconforte, murmurant entre eux « le pauvre » ou « quel dommage si jeune ». À la maison, son refuge était la petite chambre à l'arrière, où une fenêtre encadrait le ciel bleu et les montagnes lointaines. Là, entouré de livres et de jouets, Mathieu créait des mondes où ses jambes étaient fortes et agiles, où sa voix était claire et puissante, où il était le héros d'aventures grandioses. Dans ses fantasmes, il escaladait des montagnes, naviguait sur des océans tempétueux et domptait des dragons. Dans ses rêves, personne ne l'ignorait, ni ne le regardait avec pitié. Dans son imagination, il était vu, entendu et valorisé. Anna, sa mère, était une femme aux mains calleuses et au sourire fatigué. Après le départ de son mari, lorsque Mathieu n'avait que 3 ans, elle avait assumé seule la responsabilité d'élever son fils et de subvenir aux besoins de la maison. Elle travaillait comme infirmière au petit hôpital de la ville pendant la journée, et le soir, elle cousait pour compléter ses revenus. Son amour pour Mathieu était comme une flamme constante, qui réchauffait et illuminait les jours les plus froids. Mais dernièrement, cette flamme semblait étouffée par la fatigue et les soucis. « Maman, tu penses qu'un jour j'aurai des amis ?» demanda Mathieu un soir, tandis qu'Anna ajustait les couvertures autour de son corps fragilité. Anna sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Elle passa la main dans les cheveux foncés de son fils et força un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr que si, mon amour. Tu es un garçon spécial, plein de qualités. Un jour, les gens verront cela. » Mais les mots sonnaient creux, même pour elle. Anna savait combien le monde pouvait être cruel avec ceux qui sont différents. Comment les gens ont tendance à s'éloigner de ce qu'ils ne comprennent pas. Et bien qu'elle essayait de protéger Mathieu de cette réalité, elle voyait la tristesse grandir dans les yeux de son fils chaque jour. Lorsque le téléphone sonna un samedi matin, Anna n'imaginait pas que cet appel changerait le cours de leur vie. De l'autre côté de la ligne, la voix éraillée de sa mère, Madame Thérèse, lui annonçait que son père, Monsieur Antoine, avait eu un accident à la ferme et nécessitait des soins. Sans réfléchir à 2 fois, Anna fit quelques bagages, installa Mathieu dans la vieille voiture et se dirigea vers la ferme Sainte-Claire, où il avait grandi et qu'elle n'avait pas visité depuis près d'1 an. La route menant à la ferme serpentait à travers des collines verdoyantes et des champs dorés. Mathieu regardait par la fenêtre de la voiture,
hypnotisé par l'immensité du ciel et la danse des nuages. Chaque virage révélait un nouveau paysage. Chaque kilomètre l'éloignait de la ville où il était invisible et le rapprochait d'un endroit qui gardait des souvenirs heureux de sommets passés aux côtés de ses grands-parents. La ferme Sainte-Claire était un morceau de paradis oublié dans le temps. La maison principale, construite il y a plus de 100 ans, se dressait imposante au sommet d'une colline, avec ses murs en pierre et son toit en tuiles rouges. Autour, s'étendait un verger avec des arbres fruitiers, un poulailler, un écurie et de vastes pâturages où le bétail paissait tranquillement. Madame Thérèse les accueillit sur la véranda, le visage marqué par des nuits blanches. Monsieur Antoine était tombé de son cheval en vérifiant la clôture du pâturage nord et, en plus de quelques côtes cassées, avait subi une commotion cérébrale qui l'avait laissé temporairement confus et affaibli. Anna se rendit immédiatement dans la chambre de son père, laissant Mathieu sous les soins de sa grand-mère. « Mamie, je peux aller voir les animaux ?» demanda Mathieu, ses yeux brillants d'expectative. Madame Thérèse hésita. Depuis l'accident de son mari, elle avait à peine eu le temps de bien s'occuper des animaux, confiant cette tâche à Jacques, le seul employé qui restait à la ferme. Elle ne savait pas dans quel état se trouvaient l'écurie et les enclos. « Mieux vaut pas, mon chéri. Il fait très chaud dehors et tu pourrais te fatiguer. Pourquoi ne regardes-tu pas un peu la télévision pendant que je prépare un goûter? Pour toi ?» Mathieu tenta de cacher sa déception, mais ses yeux perdirent leur éclat. Une fois de plus, il était traité comme quelqu'un de trop fragile pour le monde réel. Une fois de plus, il était confiné entre 4 murs, tandis que la vie se déroulait dehors. Lorsque la nuit tomba et que tous dormaient, Mathieu n'arrivait pas à fermer les yeux. La chambre d'amis où il était logé avait une fenêtre donnant sur l'arrière de la maison, avec vue sur l'écurie. La lumière de la pleine lune baignait le champ, transformant le paysage en un décor de conte de fées. Poussé par un courage qu'il ne savait pas posséder, Mathieu se traîna hors du lit et, en utilisant les meubles comme appui, parvint à atteindre son fauteuil roulant. Le trajet de la maison à l'écurie fut une odyssée. Le terrain accidenté faisait secouer le fauteuil, et plusieurs fois Mathieu faillit perdre le contrôle. Mais quelque chose en lui, une force qu'il ne savait nommer, le poussait en avant. Lorsqu'il atteignit enfin la porte de l'écurie, il était essoufflé et les bras endoloris, mais une sensation de triomphe l'envahissait. L'intérieur de l'écurie était plongé dans les ombres, mais la lumière de la lune qui entrait par les fissures suffisait à ce que Mathieu distingue les boxes. La plupart étaient vides, sauf une, au fond, d'où venait un léger hennissement. Poussant le fauteuil avec difficulté sur le sol en terre battue, Mathieu s'approcha. Là, séparé des autres animaux, se trouvait un cheval différent de tous ceux que Mathieu avait jamais vus. Il n'était pas imposant comme les chevaux de course, ni robuste comme les chevaux de trait de la ferme. C'était un animal de taille moyenne, avec un pelage blanc comme la lune qui brillait dehors. Mais même dans la pénombre, Mathieu pouvait percevoir qu'il était mal soigné, avec des taches de saleté et de petites blessures. Ce qui attira le plus son attention, cependant, ce furent les yeux de l'animal, profonds, expressifs et tristes. C'étaient des yeux qui semblaient porter le poids de nombreuses histoires douloureuses. « Salut, mon ami », murmura Mathieu, tendant la main tremblante vers le museau du cheval. L'animal recula, effrayé. Il frappa du sabot au sol et secoua la tête comme pour dire « Ne t'approche pas ». Mathieu n'insista pas. Il comprit à cet instant qu'ils partagèrent quelque chose. La peur du contact, la crainte du rejet, la méfiance née d'expériences douloureuses. « Ça va, je ne vais pas te forcer à rien. Je voulais juste te connaître », dit-il avec sa voix hachée. « Je m'appelle Mathieu. Et toi, comment tu t'appelles ?» En réponse, il n'obtint qu'un hennissement bas. Mathieu remarqua alors une plaque de bois accrochée au-dessus de la boxe, où il était écrit « Lune ». « Lune, c'est un joli nom. Ça te va bien. » Pendant quelques minutes, Mathieu resta là, conversant avec le cheval comme si celui-ci pouvait comprendre chaque mot. Il parla de sa vie en ville, de l'école où personne ne le remarquait, des livres qu'il lisait et des mondes qu'il imaginait. Il parla de sa mère et de combien elle travaillait, du manque qu'il ressentait de père qu'il avait à peine connu. Et, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vraiment écouté. Lorsque le ciel commença à s'éclaircir avec les premiers rayons du soleil, Mathieu sut qu'il était temps de rentrer, avant que son absence ne soit remarquée. Il prit congé de Lune en promettant de revenir la nuit suivante. « Tu vas voir, Lune,
Nous allons être amis, je le sens. » Pendant les jours suivants, Mathieu trouva en Lune une compagnie qu'il n'avait jamais eue. Les premières nuits, le cheval gardait ses distances, méfiant. Mais, peu à peu, la persévérance de Mathieu commença à briser les barrières érigées par la peur. En une semaine, Lune s'approchait déjà de la clôture pour recevoir les carottes et les pommes que Mathieu volait à la cuisine de Madame Thérèse. En 2 semaines, il permettait au garçon de caresser son museau. 1 mois après son arrivée à la ferme, lorsque M. Antoine était suffisamment rétabli et qu'Anna pensait à retourner en ville, Mathieu révéla son secret à sa mère et à sa grand-mère. « Je veux vous montrer quelque chose », dit-il pendant le petit déjeuner. Avec une certaine réticence, Anna et Madame Thérèse suivirent Mathieu jusqu'à l'écurie. Ce qu'elles virent là les laissa sans mots. Lune, le cheval que Jacques considérait irrécupérable et que M. Antoine pensait déjà vendre pour la boucherie, avait la tête reposée sur l'épaule de Mathieu, tandis que le garçon, hors de son fauteuil roulant et appuyé contre la clôture de la boxe, caressait le cou de l'animal avec des mouvements lents et affectueux. « Mon Dieu !» murmura Madame Thérèse, se couvrant la bouche avec la main. « Mathieu, comment as-tu fait ça ?» demanda Anna, les yeux embués. Mathieu sourit, un sourire qui illuminait tout son visage. « Je comprends ce qu'il ressent, maman. Lune a peur parce qu'il a été maltraité avant. Les gens l'ont blessé, tout comme certaines personnes me blessent quand elles m'ignorent ou ont peur de moi. » Anna sentit les larmes couler sur son visage. Elle n'avait jamais pleinement perçu la profondeur de la solitude de son fils, combien il souffrait du rejet qu'il affrontait quotidiennement. Et là, il était établissant une connexion si profonde avec un animal que tous considéraient comme perdu. C'est à ce moment qu'Anna prit une décision qui changerait leur vie. Ils ne retournèrent pas en ville. Elle demanderait un transfert au petit centre de santé de Cèdre-Bleu et ils resteraient à la ferme, où Mathieu avait finalement trouvé quelque chose, quelqu'un qui le faisait se sentir vivant. Bastien Carrière était un homme de peu de mots et de grande sagesse. Vétérinaire de formation et cow-boy par passion, il s'était installé en France 2 décennies auparavant, tombant amoureux de l'immensité des champs et de la simplicité de la vie rurale. Lorsqu'il fut appelé à la ferme Sainte-Claire, pour examiner Lune, il ne s'attendait pas à trouver un scénario aussi inhabituel qu'un garçon en fauteuil roulant, conversant couramment avec un cheval traumatisé. « Impressionnant », commenta-t-il, après avoir observé pendant quelques minutes l'interaction entre Mathieu et Lune. « En 20 ans de profession, je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. » Bastien expliqua que Lune avait été sauvé d'un cirque itinérant, où il était maintenu dans des conditions déplorables et soumis à des entraînements cruels. Le traumatisme subi avait rendu l'animal farouche et potentiellement dangereux, raison pour laquelle il restait isolé des autres chevaux. Mais avec toi, gamin, il semble être un autre animal. Il y a une connexion là qui transcende les peaux. C'est Bastien qui suggéra la thérapie assistée par les chevaux. Il expliqua à Anna et Madame Thérèse que dans de nombreux pays, les chevaux étaient utilisés pour le traitement des enfants atteints de diverses conditions, y compris la paralysie cérébrale. Les mouvements de l'animal stimulaient des muscles qui, autrement, resteraient inactifs, et le lien émotionnel établi avait des effets thérapeutiques prouvés. Je ne promets pas de miracle, mais je crois que Mathieu et Lune ont beaucoup à gagner de cela. Les premières séances furent prudentes. Bastien adapta une selle spéciale qui offrait plus de sécurité, et Anna marchait à côté du cheval, tenant Mathieu. Le garçon, initialement tendu et effrayé par la hauteur, commença bientôt à se détendre, sentant la force et la chaleur du corps de Lune sous lui. À mesure que les semaines se transformaient en mois, des changements subtils commencèrent à se produire. La posture de Mathieu s'améliora, ses muscles gagnèrent en tonicité et sa coordination motrice montra des progrès notables. Plus que les bénéfices physiques, cependant, c'était la transformation émotionnelle qui sautait aux yeux. Mathieu souriait davantage, parlait avec plus de clarté et montrait une confiance qu'il n'avait jamais possédée. Lune aussi se transformait. Son pelage, autrefois terne et mal soigné, brillait maintenant sous le soleil. Ses yeux avaient perdu cette profonde tristesse, remplacée par une sérénité attentive. Et, le plus surprenant, l'animal qui réagissait auparavant avec peur à l'approche de quiconque permettait maintenant à Mathieu de le monter librement dans les champs, sous la supervision de Bastien. La nouvelle, concernant le garçon atteint de paralysie cérébrale, et son cheval se répandit rapidement à Cèdre-Bleu. Au début,
Ce n'était que des commentaires curieux, mais bientôt les gens commencèrent à visiter la ferme Sainte-Claire pour témoigner du phénomène. Parmi eux se trouvait Madame Clémence, directrice de l'école Montaigne, qui fut tellement impressionnée qu'elle proposa d'amener les élèves pour une visite pédagogique. Le jour fixé, 2 autobus scolaires s'arrêtèrent devant la ferme. Les enfants, agités et bruyants, descendirent sous les regards attentifs des enseignants. Parmi eux se trouvaient beaucoup des camarades qui avaient ignoré Mathieu pendant des années. Maintenant, cependant, ils le regardaient avec curiosité et dans certains cas, avec un nouveau respect. Mathieu, monté sur l'une, accueillit les visiteurs dans le champ ouvert près de la maison. Il portait une chemise à manches longues, un jean et des bottes. Des vêtements qu'il n'avait jamais imaginé porter, étant donné qu'il passait la majeure partie de sa vie en short et t-shirt, facilitant la maniabilité du fauteuil roulant. Ses cheveux, longs et maintenant avec des mèches dorées par le soleil constant, ondulaient au gré de la brise. « Salut, tout le monde !» salua-t-il, avec une voix qui, bien qu'elle présentât encore quelques difficultés d'articulation, semblait plus ferme que beaucoup ne s'en souvenaient. « Bienvenue à la ferme Sainte-Claire !» Les yeux des enfants s'écarquillèrent en voyant celui qu'ils avaient toujours connu confiné à un fauteuil roulant maintenant monté sur un magnifique cheval blanc, le contrôlant avec des mouvements subtils et confiants. « Mathieu, c'est toi ?» demanda Lucas, un des garçons qui menait habituellement le groupe de football pendant la récréation. Mathieu sourit, ressentant une pointe de satisfaction en remarquant la stupeur sur le visage de son camarade. « Oui, c'est moi. Et voici, Lune, mon meilleur ami. » Pendant les 2 heures qui suivirent, Mathieu et Bastien donnèrent un cours en plein air sur les chevaux, leur histoire, leur comportement et leurs soins. Mathieu, qui avait toujours été avide de connaissances et qui avait maintenant l'opportunité de les partager, se révéla un excellent professeur. Il parlait avec passion du langage corporel des équidés, de la manière d'établir une confiance mutuelle, du respect et de la patience. À la fin de la visite, alors que les enfants se préparaient déjà à retourner à l'école, une fille nommée Sophie s'approcha timidement de Mathieu. « Je peux le toucher ?» demanda-t-elle en pointant vers Lune. Mathieu l'observa un moment. Sophie avait toujours été gentille avec lui, bien qu'elle ne se soit jamais réellement approchée ou liée d'amitié. C'était une fille calme, aux grands yeux tristes, et quelque chose dans son hésitation rappelait à Mathieu ce qu'il était lui-même il n'y a pas si longtemps. « Bien sûr que tu peux. Viens, je vais t'apprendre comment faire. » Avec précaution, Mathieu guida la main de Sophie jusqu'au museau de Lune, lui apprenant à laisser le cheval sentir son odeur avant de le toucher effectivement. Lorsque les doigts délicats de la fille caressèrent enfin le pelage doux, un sourire illumina son visage. « Il est si beau et gentil. Il n'a pas toujours été comme ça. Lune a déjà beaucoup souffert, tu sais. Des personnes méchantes l'ont blessé et il avait peur de faire confiance à nouveau. Mais il a appris que tout le monde ne veut pas lui faire du mal. » Sophie leva les yeux vers Mathieu, comme si elle comprenait le sens le plus profond de ces mots. « Toi aussi, tu as appris ça, n'est-ce pas ?» Mathieu acquiesça, surpris par la perspicacité de sa camarade. « J'apprends chaque jour. » À partir de ce jour, quelque chose changea dans la façon dont Cèdre Bleu voyait Mathieu. Il quitta d'être le garçon en fauteuil roulant pour devenir le garçon du cheval blanc. Lorsqu'il allait en ville avec Anna pour faire des courses ou des consultations médicales, les gens le saluaient par son nom, s'arrêtaient pour discuter, demander des nouvelles de Lune. À l'école, où il retourna après les vacances d'été, n'y allant que 2 fois par semaine pour des évaluations et des activités spécifiques, ses camarades l'incluaient dans les conversations et montraient un intérêt véritable pour sa vie à la ferme. Mathieu, qui avait passé son enfance à désirer une connexion et une acceptation, se voyait maintenant entouré des deux. Mais, ironiquement, il n'en avait plus autant besoin qu'avant. Lune avait comblé un vide dans son âme qu'aucune approbation extérieure ne pouvait remplir. Le cheval lui avait appris l'amour inconditionnel, la communication au-delà des mots, la surmonter et le courage. Cependant, tout n'était pas rose. Les progrès physiques de Mathieu, bien que notables, avaient des limites imposées par la nature même de sa condition. Il y avait encore des jours difficiles, où la frustration le dominait en réalisant qu'il ne serait jamais comme les autres enfants, qu'il ne courrait jamais librement dans les champs ou ne danserait jamais aux fêtes de la ville. Il y avait des moments où la difficulté persistante d'articulation le rendait gêné pendant les présentations
scolaire, ou quand ses mouvements déscoordonnés renversaient des objets, provoquant des regards de pitié qu'il détestait tant. Un après-midi particulièrement difficile, après une séance de physiothérapie exténuante et douloureuse en ville, Mathieu se réfugia dans l'écurie, pleurant silencieusement aux côtés de Lune. Parfois, je me demande pourquoi nous sommes nés comme ça, Lune. Pourquoi tu as dû tant souffrir avant de trouver la paix? Pourquoi je dois lutter contre mon propre corps tous les jours? Le cheval inclina la tête, comme s'il tentait de comprendre les mots hachés par des sanglots. Doucement, il posa son museau sur l'épaule de Mathieu, dans un geste que le garçon interprétait comme un réconfort. Tu sais ce que Bastien m'a dit un jour? Que tu es plus fort que la plupart des chevaux qu'il a rencontrés, précisément parce que tu as dû surmonter tant de peur et de douleur. Peut-être que c'est pareil pour moi aussi. Peut-être que j'ai besoin d'être comme ça pour valoriser des choses que les autres ne remarquent même pas. C'est cette conversation intime avec Lune qui donna l'idée qui transformerait non seulement la vie de Mathieu, mais aussi celle de nombreux autres enfants. Créer un centre d'équithérapie à la ferme Sainte-Claire. La proposition, présentée lors d'un dîner de famille, fut accueillie avec enthousiasme par Anna, Madame Thérèse et Monsieur Antoine. Bastien, invité régulièrement au repas depuis qu'il avait commencé à travailler avec Mathieu et Lune, proposa de devenir le coordinateur technique du projet. Nous avons l'espace, nous avons les connaissances et surtout, nous avons un cas de succès pour inspirer d'autres familles, argumenta Anna, visualisant déjà la transformation de l'ancienne ferme en un centre de traitement et d'accueil. Les mois suivants furent d'intenses activités. Une partie de la grange fut rénovée pour abriter des cabinets, une petite infirmerie et une salle de réunion. 3 nouveaux chevaux furent acquis et suivirent une formation spécifique pour la thérapie assistée. Bastien obtint des dons d'équipements médicaux et embaucha 2 assistants, un physiothérapeute spécialisé en neurologie infantile et une psychologue ayant de l'expérience en traumatismes et déficiences. Le centre d'équithérapie Lune, Blanche comme il fut baptisé par Mathieu, ouvrit ses portes un dimanche ensoleillé de printemps. L'inauguration attira des gens de toute la région, y compris des familles avec des enfants atteints de diverses conditions, de l'autisme aux lésions médulaires. Le petit parking improvisé dans un champ latéral à la maison principale était rempli de voitures, et l'atmosphère était empreinte d'espoir et de célébration. « Bienvenue à tous aux Lunes Blanches », commença Mathieu sur une petite scène montée pour l'occasion. « Certains d'entre vous me connaissent depuis que j'étais petit, toujours dans mon fauteuil roulant, presque invisible pour le monde. D'autres me voient pour la première fois aujourd'hui, mais vous êtes tous ici pour la même raison, parce que vous croyez, comme moi, que nos limites sont seulement des invitations à découvrir de nouvelles façons de les dépasser. » Un tonnerre lointain interrompit son discours. Des nuages sombres approchaient rapidement de l'horizon, annonçant une tempête d'été. Mathieu sentit un frisson lui parcourir l'échine, un mauvais pressentiment qu'il ne parvenait pas à expliquer. « Continuons avec les démonstrations, avant qu'il ne se mette à pleuvoir », annonça Bastien, remarquant l'appréhension sur le visage de Mathieu. Le plan était que Mathieu et Lune ouvrent les présentations avec une démonstration des techniques de base d'équithérapie, suivie par d'autres volontaires. Mais, à mesure que le ciel s'assombrissait et que les premières gouttes de pluie tombaient, une agitation inhabituelle envahit les animaux. Les chevaux dans les écuries hennissaient nerveusement. Et même Lune, normalement si calme près de Mathieu, semblait agitée. « Quelque chose ne va pas », murmura Mathieu à Bastien, alors qu'il se préparait à la démonstration. « Lune ne réagit jamais comme ça avec moi. » Bastien fronça les sourcils, observant le comportement du cheval. Les animaux ont des instincts que nous ne comprenons pas toujours. Peut-être que c'est juste la tempête qui approche. Mais ce n'était pas seulement la tempête. Un éclair fendit le ciel, suivi d'un tonnerre assourdissant, et au moment exact où le son résonnait à travers les champs, un essaim d'abeilles africaines, déplacé par la chute d'un vieux chêne à l'arrière de la propriété, envahit la zone de la fête. La panique fut instantanée. Les gens criaient et couraient dans toutes les directions, essayant de se protéger des insectes enragés. Les enfants pleuraient, les parents les traînaient vers les voitures, les employés tentaient de maintenir un semblant d'ordre au milieu du chaos. Les chevaux, déjà nerveux à cause de la tempête, furent complètement déstabilisés par le bourdonnement des abeilles et les cris humains.
Lune s'emballa, renversant presque Mathieu qui s'accrocha désespérément à la crinière de l'animal. « Calme-toi, Lune. C'est moi, Mathieu. Tout va bien. » Mais pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Lune ne répondait pas à la voix de Mathieu. La panique prenait le dessus sur l'animal, ravivant des souvenirs traumatisants de son passé au cirque, où des foules bruyantes et des fouets claquants faisaient partie de sa routine de terreur. Dans un mouvement brusque, Lune s'élança vers le champ ouvert, avec Mathieu toujours monté, incapable de contrôler l'animal. « Mathieu !» cria Anna, tentant de les suivre à pied mais retenue par Bastien. « Nous ne pouvons pas les attraper à pied. Je vais prendre un autre cheval. » La pluie tombait maintenant comme un rideau épais, rendant la visibilité difficile. Lune courait aveuglément, poussée par la peur, sautant des clôtures et évitant des arbres par pur instinct. Mathieu, trempé et terrifié, s'accrochait de toutes ses forces à la crinière de l'animal, sentant qu'à tout moment il pourrait être projeté au sol. « Lune, s'il te plaît, calme-toi » cria-t-il, mais sa voix se perdait dans le rugissement de la tempête. C'est alors qu'un nouvel éclair illumina le ciel, révélant le danger immédiat devant eux. Le ruisseau qui traversait la propriété, normalement paisible, était maintenant transformé en un torrent furieux par les pluies récentes, et Lune courait directement vers lui. À ce moment-là, quelque chose changea en Mathieu. La peur laissa place à un calme inattendu, une clarté de but. S'il y avait quelqu'un capable d'atteindre Lune à travers la panique, c'était lui. S'il y avait quelqu'un qui comprenait profondément ce que c'était que de se sentir perdu et terrifié, c'était lui. S'inclinant autant qu'il le pouvait, Mathieu rapprocha sa bouche de l'oreille de Lune. « Je suis là », murmura-t-il, avec toute la force et la conviction qu'il put rassembler. « Je suis avec toi, mon ami. Je l'ai toujours été depuis le premier jour. Tu m'as vu quand personne d'autre ne me voyait. Tu m'as entendu quand personne d'autre ne m'écoutait. Et maintenant, j'ai besoin que tu m'écoutes à nouveau. » Quelque chose dans le ton de Mathieu, dans la cadence de ses mots, commença à percer la brume de panique qui dominait Lune. Le cheval réduisit légèrement sa vitesse, ses oreilles se rabattant, captant la voix du garçon. « C'est ça, Lune, c'est moi, Mathieu. Nous avons affronté des choses pires ensemble, tu te souviens? Tu es plus fort que ça. Nous deux le sommes. » À quelques mètres du ruisseau en crue, Lune s'arrêta finalement. Ses jambes tremblaient d'épuisement et de peur, mais il resta ferme, permettant à Mathieu de glisser sur le sol boueux. « Tu as réussi, gamin. » La voix de Bastien arriva à travers la pluie, alors qu'il s'approchait monté sur un autre cheval. « Vous deux avez réussi. » Plus tard, lorsque la tempête se calma et que tout le monde se rassembla à nouveau à la ferme, l'histoire de comment Mathieu avait calmé Lune au bord du précipice circulait déjà comme une légende locale. L'incident qui aurait pu se terminer en tragédie s'était transformé en le symbole le plus puissant de ce que représentait le Centre Lune Blanche, la capacité de surmonter la peur à travers la connexion et la confiance. 3 mois plus tard, le centre organisait son premier festival d'équitation adaptée. Des enfants et des jeunes ayant divers besoins spéciaux, qui fréquentaient désormais régulièrement les séances de thérapie, participeraient à des présentations et de petites compétitions, montrant au monde leurs réalisations. Mathieu, en tant qu'hôte de l'événement, attendait son tour pour la présentation finale aux côtés de Lune. Il portait un gilet bleu sur une chemise blanche, un chapeau de cow-boy et des bottes brillantes. Le nervosité faisait trembler ses mains plus que d'habitude, mais ses yeux reflétaient une détermination inébranlable. « Vous êtes prêts ?» demanda Anna, ajustant le chapeau sur la tête de son fils. Mathieu sourit, caressant le cou de Lune. « Nous sommes nés prêts, n'est-ce pas, mon ami ?» Lorsqu'ils entrèrent enfin dans l'arène, sous des applaudissements chaleureux, Mathieu ne vit pas les personnes qui le jugeaient ou avaient pitié de lui. Il vit des visages qui le voyaient véritablement, qui reconnaissaient son parcours et célébraient son courage. Et au premier rang, Sophie et d'autres camarades de l'école agitaient des affiches avec son nom et celui de Lune. La présentation fut impeccable. Mathieu conduisit Lune à travers une série de mouvements qui démontraient à la fois les progrès physiques du garçon et le lien extraordinaire entre les deux. Ils n'étaient plus seulement un garçon avec une paralysie cérébrale et un cheval traumatisé, ils étaient des partenaires, des guerriers, des symboles vivants que la véritable connexion transcende les limitations physiques et les cicatrices émotionnelles. La fin
Lorsque Mathieu descendit avec l'aide de Bastien et se courba devant le public en signe de remerciement, l'assemblée se leva en ovation. Des larmes coulèrent sur le visage d'Anna, qui n'avait jamais imaginé voir son fils si épanoui, si accompli. « Un jour tu m'as demandé si tu aurais des amis, » murmura-t-elle, serrant Mathieu fort dans ses bras. « Regarde autour de toi. Maintenant. » Mathieu sourit, sentant la chaleur de lune près de son dos, le soutien ferme de sa mère, le respect de toute une communauté qui le voyait enfin non pas par son absence, mais par sa présence. Non pas par ce qu'il lui manquait, mais par ce qu'il avait beaucoup à offrir. « J'ai enfin compris, maman, » répondit-il, les yeux brillants d'émotion. « Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être complets. Parfois, ce sont justement nos imperfections qui nous connectent au monde de manière que nous n'aurions jamais imaginée. » Et tandis que le soleil se couchait à l'horizon, baignant les champs de la ferme Sainte-Claire d'une lumière dorée, Mathieu caressa le museau de Lune une dernière fois, avant de se tourner pour accueillir les amis qui couraient maintenant vers lui. Il n'était plus invisible. Il ne le serait plus jamais.